Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Zoul Flaouen, microscope. Donc, ce soir, on va parler des relations algéro-françaises et la dernière visite donc du patron du CMA CGM qui a été reçu par le président Abdelmajid Tebboune ce 2 juin 2025. Le PDG donc de l'armateur CMA CGM Rodolphe Saadi, avec lequel différents projets ont été évoqués alors que toutes les coopérations entre la France et l'Algérie sont interrompues depuis quelques mois. Voilà, donc ce 2 juin 2025, Rodolphe Saadi est venu parler des futurs investissements de cette compagnie de fret maritime, la troisième plus grande du monde. Une visite initialement prévue il y a 3 semaines, mais qui, dans le contexte de la crise diplomatique justement qui secoue les deux pays, n'avait pas pu se faire. Le voyage de Rodolphe Saadi avait en effet été annulé in extremis. En cause, c'est les relations entre l'Algérie et la France qui se sont dégradées. Un regain de tension donc entre la France et l'Algérie. Des accords sur le Sahara occidental, arrestation d'influenceurs algériens en France, arrestation de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie. La crise dure et le Conseil du renouveau économique algérien avait accusé le patron du CMA CGM d'avoir renoncé à sa visite sur recommandation de Paris. Bien sûr, dans la presse algérienne et même dans la presse française, depuis hier, on dit que M. Rodolphe Saadi est très proche d'Emmanuel Macron et qu'il aurait été envoyé justement par Macron, un petit message a été envoyé donc à Abdelmajid Tebboune. Est-ce le début de rapprochement? Est-ce le début d'un dénouement de cette crise? Nous allons poser ces questions à nos invités ce soir avec nous Hassan Hirsch, économiste, analyste politique. Hassan Hirsch, bonsoir. À vos téléspectateurs et à vos invités, votre équipe. Merci pour l'invitation. J'espère qu'il y a assez de lumière comme ça que vous me voyez bien. Ah, on vous voit très bien, Hassan Hirsch. Avec nous aussi Abina, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Abina, bonsoir, marhaba bik. Ah, Abina, on vous entend pas. Vous êtes sur mute, mon frère. On vous rappelle, hein, monsieur Gamal Abina, on vous rappelle tout de suite. Hassan Hirsch, alors, l'Algérie, la France, les problèmes, la crise, le rapprochement, le dénouement, je t'aime, je ne t'aime plus. Ça a toujours été comme ça, Hassan Hirsch, mais quelques observateurs disent que cette fois-ci, quand même, la crise a duré. Enfin, elle dure encore. Tout à fait, la crise politique entre Alger et Paris a pris des proportions un peu grandes, un peu trop grandes, je dirais, par rapport à d'habitude. Mais cela reste, de mon point de vue, sur le terrain beaucoup plus affectif, impulsif, psychologique que réellement stratégique. Parce que je pense que vous poserez des questions là-dessus. Parce que d'un point de vue stratégique, je pense que chaque pays a besoin de l'autre pour la simple et bonne raison que les deux pays ont des difficultés différentes et ils ont, on va dire, des complémentarités qui peuvent servir les deux peuples, les deux pays, pour peu que l'on devienne adulte et que l'on sorte en France du climat électif qui pousse un certain nombre de dirigeants à des positions proches de l'extrême droite, nous l'avons déjà dit, et qui donc peuvent nuire aux relations, aux bonnes relations algéro-françaises. Et du côté algérien, évidemment aussi, c'est un système en difficulté qui se cherche et qui lui aussi
a besoin de recoller les morceaux déjà en interne pour pouvoir justement sereinement aborder les problèmes stratégiques d'importance et qui engagent l'Algérie à moyen et surtout à long terme. C'est-à-dire que l'on ne se satisfasse pas des égos, que les égocrates des deux pays n'entachent pas, ne compromettent pas les relations absolument nécessaires entre les deux pays. Je pense qu'on en parlera tout au long de l'émission. Merci, Monsieur Hirsch. Gamal Abina est avec nous. Bonsoir. Mazal. Alors, Hassan Hirsch, on va passer cette petite vidéo. Dans le cadre de mes métiers que sont le transport et la logistique, nous pouvons être un partenaire et un allié de l'Algérie dans le développement de ces infrastructures. Donc nous sommes présents, nous connaissons les problématiques du pays et nous souhaitons être de plus en plus développés dans ce pays et grandir avec vous. Je crois beaucoup au potentiel de l'Algérie. Il y a des difficultés. Il faut les affronter les unes après les autres pour pouvoir arriver à faire des différents terminaux et ports algériens de véritables hubs pour la région. Il y a un grand potentiel en Algérie, il y a des difficultés qu'il faut surmonter. Il faut qu'au niveau portuaire, on puisse avoir des terminaux qui suivent le développement du pays parce que la croissance du pays est de plus en plus conséquente. Et en ayant des terminaux ou des terminaux portuaires qui sont en mesure d'accommoder ces volumes nouveaux, on ne peut que gagner. Dans le cadre de... Hassan Hirsch, c'était donc Monsieur Rodolphe Saadi au micro d'une télévision algérienne, c'est Al-24, je pense. Alors, il déclare que je crois beaucoup au potentiel de l'Algérie, il y a des difficultés, il faut les affronter les unes après les autres. Est-ce qu'il entend par là, Hassan Hirsch, des difficultés politiques aussi ou pas? Des difficultés. D'abord, effectivement, des difficultés politiques qui pourraient éventuellement bloquer les relations économiques, mais aussi des difficultés au niveau de la stabilité du droit aux entreprises internationales, la fiscalité, à tout ce qui concerne l'installation des entreprises étrangères en Algérie, au niveau d'un certain nombre de concessions, au niveau du fameux 49-51 qui, je crois, a été levé, mais qui reste encore une culture nationale. Et puis, dans le domaine que vient d'évoquer Monsieur Rodolphe Saadé, qui est un domaine extrêmement important et qui est un domaine stratégique, il y a aussi des difficultés régionales et internationales. Il faut savoir, par exemple, que des ports en Algérie sont indispensables parce que nous avons quand même plus de 1200 km de côtes et qui sont sous-exploités. Et nous nous souvenons aussi d'un projet que Brab avait suggéré, avait proposé et qui devait créer sur 10 ans 1 million d'emplois et qui malheureusement a été bloqué pour des raisons beaucoup plus dogmatiques, idéologiques qu'économiques. Et donc, il faut espérer que des spécialistes... Il propose justement de faire des ports algériens de véritables hubs, c'est ce qu'il a dit pour la région, pour toute l'Afrique d'ailleurs. Important et intéressant pour l'Algérie, d'autant plus que je disais au niveau régional et international, il faut savoir que les pays de l'AES, donc Mali, Burkina Faso et Niger, qui sont complètement enclavés, ils ont un certain nombre de propositions en ce moment, à savoir le Maroc qui veut leur offrir le port de Dakhla, qui est un port, rappelons-le, qui appartient au territoire du Sahara occidental, dont la destinée n'est pas encore scellée, heureusement.
mais que des investissements déjà sont prévus pour désenclaver ces 3 pays. Il y a aussi des offres de la part du Sénégal faire de Dakar un port de désenclavement pour ces 3 pays parce que c'est un des pays de la CEDEAO qui a gardé des liens importants malgré la rupture de l'AES, des 3 pays que j'ai cités, mais aussi il y a le port de Lomé qui a été aussi proposé pour désenclaver, encore une fois, ces 3 pays. Je pense que l'Algérie peut grandement se positionner dans la mesure où il y a une ligne de chemin de fer qui est prévue vers le sud, il y a une autoroute et le port d'Alger ou de Bougie ou d'Oran ou un nouveau port ou d'autres nouveaux ports peuvent servir effectivement à désenclaver ces pays-là pour peu que l'on reprenne de façon adulte les relations avec eux. Il y va de leur intérêt comme il va de l'intérêt de l'Algérie. Je pense qu'il faut déployer vraiment de façon sereine et adulte tous les moyens diplomatiques possibles, tous les moyens de communication possibles et tous les intermédiaires possibles pour pouvoir revenir à la normale avec ces pays et participer donc à leur développement qui peut servir celui de l'Algérie. Donc la proposition de M. Rodolphe Saadé est à prendre au sérieux et il ne faut pas mélanger justement les dossiers économiques avec les dossiers de politique politicienne. Il faudrait que l'on apprenne, qu'à Alger, on apprenne à résoudre les problèmes dossier par dossier et ne pas globaliser les tensions et surtout ne pas hystériser les rapports entre l'Algérie et d'autres pays, et particulièrement la France. Donc, il nous appartient à nous aussi, en tant qu'observateurs, de ne pas hystériser le débat. Pardon ? Apparemment, c'est ce que Alger a essayé de faire avec la visite de Rodolphe, justement. On n'en parle pas trop, il n'y a pas trop de lecture, il n'y a pas trop d'interprétation politique, et même l'information donnée sur l'APS, d'ailleurs, elle y est toujours, c'est publié en économie, sur la rubrique économie, pas politique. Ben écoutez, c'est une bonne chose. On ne va pas critiquer ce qui n'est pas critiquable. Quand il faut critiquer, bien sûr, on va le faire. Mais encore une fois, moi, j'ai eu la possibilité l'opportunité d'avoir travaillé, de travailler avec de grandes entreprises françaises du CAC 40. J'ai travaillé, comme vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois sur votre plateau, avec des entreprises comme Vinci, comme Total, comme Entrepose, comme AXA, comme Lafarge, comme la RATP, ainsi de suite. J'ai formé leur cadre supérieur. Et donc, je sais qu'à chaque fois, ils se posent des questions qui sont toujours récurrentes, à savoir qu'ils n'ont pas les mêmes interlocuteurs, qu'ils ne savent pas trop quels sont leurs interlocuteurs, qu'il n'y a pas une stabilité au niveau comment dire, du droit commercial, au niveau de la fiscalité, au niveau des relations justement d'entreprise à entreprise. Donc tout ça est à revoir au niveau d'Alger. Je pense que c'est tout à fait possible et ce sont effectivement des freins aux investissements étrangers dont l'Algérie a grandement besoin. Et il faut créer des emplois, il faut faire de l'Algérie un pays attractif. Si on ne le fait pas maintenant, je ne vois pas quand est-ce qu'on pourra le faire. Il y a une concurrence énorme et il faut profiter aussi du fait que la France est économiquement affaiblie. Elle est rejetée par les Américains, elle est rejetée par la Russie, il y a plus ou moins des tensions avec la Chine, la Turquie, etc. Donc il faut profiter pour ouvrir les portes aux entreprises françaises et avoir justement des exigences de transfert de technologie, de transfert des savoirs, de transfert des savoir-faire, d'exiger des formations. Pardon? Merci Hassan Herj. Restez avec nous. On donne un peu la parole à M. Abina. Abina, bonsoir.
ou pas? Gamal Abina. Oui, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Gamal Abina. Marhaba bik. Bonsoir, vous m'entendez? Ça va? Ça fonctionne? Ah, là, 5 sur 5. Oui. Alors, Monsieur Abina, cette histoire enfin, cette crise diplomatique entre la France et l'Algérie, quelques lectures un peu sur les réseaux sociaux, hein, des deux côtés d'ailleurs, hein, et espère un petit rapprochement peut-être avec cette visite. D'ailleurs, le président Tebboune a reçu Djizhnek aussi hier, hein, qui lui était avec Macron avant 48 heures peut-être, en 24 heures. Oui, il y a une volonté évidente de rapprochement sur le terrain économique. Ça va de soi. Il ne faut jamais oublier l'hystérisation des débats, c'est fait du côté français, puisque c'est eux qui toujours refusent d'ailleurs la moindre concession sur la question qu'on appelle mémorielle, donc des crimes de guerre, qui refusent toujours de reconnaître les crimes, de faire le moindre pas dans cette direction, si ce n'est des petits pas très, très timorés après 63 ans de la fin de la guerre. Donc on se pose des questions sur leurs intentions réelles. Il y a aussi un autre rapport, c'est que, bon là on reçoit un Libanais, donc c'est un peu plus facile parce que c'est la même langue, mais on parle du langage des affaires. Et il se trouve que la France, depuis 63 ans, n'a jamais eu un rapport sain avec l'Algérie. Il faut rappeler les questions économiques. Ça a toujours été du gagnant pour eux et perdant pour l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'Algérie pour une forme de coffre-fort dans lequel on pouvait puiser systématiquement la devise pour faire des investissements à minima, pas grand-chose en réalité, jamais d'investissement productif. Je prends l'exemple très, très symptomatique, hein, la fameuse usine Renault qui devait accoucher de la Symbole, usine qui est une vulgaire usine de montage, dont l'essentiel était fabriqué en France et qui était envoyée par voie de mer à l'Algérie, effectivement, pour faire un montage final avec 3% de taux d'intégration, avec une exclusivité sur le territoire de 5 ans. C'est quand même des conditions extrêmement drastiques qui interdisaient à d'autres constructeurs de proposer peut-être leur solution. Et puis surtout avec une production annuelle de 30 000 véhicules, ce qui est marginal, ce qui ne garantissait déjà pas le besoin national pour les Algériens. Ils ne pouvaient pas s'équiper avec cette fameuse Renault. Et surtout, on ne pouvait encore moins exporter. Donc, quand on compare au traitement de l'usine qui est au Maroc, qui, elle, produit 700 000 véhicules par an, on a compris qu'il y avait un avantage donné aux uns et un désavantage aux autres, alors que le marché algérien absorbait 400 véhicules neufs par an pendant des années. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est le rapport... Abina, qui incombe la responsabilité justement dans ces retards, dans ces politiques? Est-ce que du côté français, est-ce que le côté algérien, d'ailleurs, certains se posent la question même par rapport à CMA, CGM, est-ce que ça va vraiment vers la concrétisation ou justement ce sera le même sort que celui de Renault? Non, parce que CMA-CGM a compris d'abord que la donne avait changé depuis 2019. Il y a quand même une volonté politique affichée d'industrialiser le pays, ce qui n'existait pas avant. On est à 5% aujourd'hui de couverture industrielle sur le PIB, ce qui est pas mal. Et surtout parce que le rapport est très clair. Celui qui investit doit produire sur place. Celui qui investit doit transférer de la formation, de la compétence. Celui qui investit ne doit plus prendre l'Algérie pour une vache à lait. Il faut arrêter de faire ce genre de plaisanterie. On voit bien que la plupart des investisseurs aujourd'hui, on voit bien avec le groupe Stellantis et Fiat, qu'ils arrivent avec 30% de taux d'intégration et ils vont le porter à plus. On voit bien que les groupes chinois sont intéressés par l'Algérie. Pourquoi? Parce que Chery ou BYD, parce qu'ils ont l'intention d'investir sur un marché qui est porteur, pour commencer, et un marché qui, ça a été dit à l'instant, à 1200 km de côte, donc autant de ports potentiels d'exportation qui vont être boostés par la production industrielle. Mais tout cela dit quoi? Ça dit qu'à une époque, eh bien, effectivement, les décideurs politiques étaient très intéressés par l'importation, l'apport-import, hein, qui n'exportait rien, et qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une balance qui a changé. N'oublions jamais que l'Algérie a 4 points de PIB depuis 2 ans et qu'il semble qu'elle le maintienne, donc la meilleure progression en termes de croissance sur les pays de la MENA, ce qui est quand même pas rien, que l'Algérie, en dépit du recul du pétrole, maintient cette croissance, ce qui veut dire qu'il y a une diversification qui est amorcée, et surtout que l'Algérie dit maintenant de façon très claire et ferme, nous n'acceptons plus qu'on nous prenne pour des pigeons, parce que faire semblant d'industrialiser un pays, faire semblant de faire un partenariat stratégique, arriver avec 17 ministres qui n'apportent rien sur un plan industriel, ça dit des choses sur la volonté française. Les Français ne veulent pas avoir une puissance industrielle en face d'eux, parce que l'Algérie réunit toutes les conditions. On a l'énergie abondante et pas chère, une superficie industrielle importante, je veux dire le foncier industriel, une jeunesse bien formée et pas chère, et surtout la possibilité d'avoir un marché considérable, que ce soit l'Europe ou l'Afrique, ouvert à l'Algérie avec les différentes infrastructures mises en place. Donc tout cela fait que les Français se voient en concurrence avec un pays émergent et ils n'en veulent pas. Donc il faut être très logique. L'Italie a compris l'intérêt de travailler avec l'Algérie, c'est pourquoi les relations sont de plus en plus intéressantes nous concernant. Elle prend de l'énergie, mais transfère la compétence et la technologie. Et c'est cela qu'on doit avoir comme partenariat. En aucun cas un partenariat de dupes qui, je le rappelle encore une fois, depuis 63 ans, n'a abouti à rien. Et je prends l'exemple le plus symptomatique, la fameuse voiture que voulait faire Boumedienne, la Fatiha, n'a jamais abouti parce que les Français ont travaillé pour que ça n'arrive pas.
Donc on a perdu beaucoup trop de temps aujourd'hui. Il faut être sérieux. Quand on parle à un interlocuteur, si celui-ci arrive avec un partenariat gagnant-gagnant où tout le monde y trouve son compte, c'est très bien. Et ça a été dit par votre invité. Effectivement, la France, on lui tourne le dos. Tout le monde lui tourne le dos. Elle se froisse avec la Chine, l'Inde, les États-Unis. J'en passe les meilleurs. Elle a besoin existentiel d'avoir un partenaire solide comme l'Algérie pour pouvoir bénéficier de points de croissance de son côté, parce qu'elle est en berne, et pour pouvoir bénéficier effectivement d'un renouveau économique pour le pays français. L'Algérie, au contraire, n'a pas besoin de la France, puisqu'il y a des partenaires plus solides autour, mieux vus, et surtout avec des produits de qualité. L'Allemagne, ça commence à arriver, l'Angleterre, on le sait déjà, évidemment, l'Italie est en pointe avec l'Espagne. Donc l'Algérie a compris que la Méditerranée pouvait travailler avec elle sans nécessairement, ou la Turquie, sans nécessairement avoir besoin de l'ancienne puissance coloniale qui, malheureusement, et je le déplore, a toujours cet esprit néocolonialiste condescendant qui consiste à penser qu'ils ont en face d'eux des sous-hommes, et c'est ce qui fait que dans la relation, elle se dégrade. Quant aux relations d'hystérisation du débat, je suis désolé, tant que les Français ne reconnaîtront pas les crimes qu'ils ont perpétrés là-bas, ils ne demanderont pas pardon, le débat ne peut pas être apaisé. On commence d'abord par reconnaître qu'on a été mauvais pour être meilleur. Oui, mais sur cette question de rapprochement, Gamal Abina, de ce Rodolphe, justement, Saadi, qui est proche de Macron, il y a toutes ces lectures ces dernières 24 heures. Vous confirmez, non? Est-ce que c'est possible ou pas? Parce que le CMA-CGM, c'est quand même la vie de l'économie française. Oui, c'est de l'économie française, même si ça reste un libanais, mais c'est de l'économie française, vous avez raison, il s'intéresse beaucoup au port et à pas mal de production industrielle. Mais le signal qui a été envoyé, je rappelle, c'est en cela que le débat hystérisé n'est pas du côté algérien. Depuis le début, on a su des provocations multiples. Hein. L'Algérie a été créée en 62, c'était une junte militaire, c'est un pays qui a mis en prison un grand écrivain, je parle de l'extrémiste de droite Sansal. C'est ce qu'on entend depuis le début. De la part de qui? Non pas de la France. Il faut quand même vraiment cornériser les choses. De la part de l'opposition qui a perdu les élections et qui est la quatrième puissance, enfin le quatrième pouvoir en France, qui est l'opposition emmenée par Retailleau, la droite extrême, qui s'est ralliée à l'extrême droite, c'est quand même assez inquiétant. Un Retailleau qui fait sa petite guéguerre. Monsieur est en croisade. Monsieur croit encore qu'on va revenir du temps des Sarrasins. Donc là, la problématique, c'est Retailleau, c'est pas la France. Et Retailleau l'a dit d'ailleurs, avant de se faire élire à la tête de son parti microscopique, il a dit « Je ne suis pas macroniste ». Donc, il faut comprendre que Macron, aujourd'hui, compose avec une opposition, compose avec une cohabitation qui lui a été imposée par les circonstances des élections qu'il a perdues. Et c'est ce qui explique cette croisade française. Mais Macron a une très bonne relation avec l'Algérie. Preuve en est, même avant de reconnaître la souveraineté du Sahara occidental par le Maroc, le président algérien l'avait appelé pour dire ses mauvaises idées. C'est dire à quel point la relation était bonne entre les deux hommes, mais qu'il y a effectivement des gens qui savonnent la planche, des gens qui ne veulent pas un rapprochement entre ces deux puissances, et des gens qui feront tout pour sabrer ça. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'un dogmatique comme Retailleau est en croisade. C'est important de le rappeler. On l'a vu, là, on vient d'assassiner, paix à son âme, un Tunisien. C'est la première fois que Retailleau a un mot de condoléance vis-à-vis de ce crime raciste qu'il a enfin qualifié de raciste. Par contre, la personne qui a été assassinée, M. Sissé Aboubacar, qui a été assassiné en prière à la mosquée, il n'a même pas daigné dire que c'était un crime raciste. Il dit qu'il faut enquêter. Donc, c'est dire à quel point cet homme est dogmatique et à quel point on ne doit pas composer avec lui. Il faut composer avec l'État français. Et l'État français, ça n'est pas Retailleau, c'est M. Macron. Et donc, Gamal Abina, vous pensez que si demain Retailleau quitte le gouvernement, tout rentrera dans l'ordre? Je pense que les choses s'amélioreront, parce que je vous rappelle que la dernière visite gouvernementale de M. Barrot en Algérie a conduit à un apaisement des tensions, à des signatures de contrats. Enfin, ça allait très vite. 3 jours plus tard, M. Retailleau nous a sorti l'affaire d'Amir Dezed, qu'il a sorti de son chapeau, une affaire qui a plus d'1 an, qui arrive de façon très opportune et qui a été montée en boucle. Amir Dezed, qui, je le rappelle, n'est pas un homme politique, n'est pas un homme important, n'est pas un milliardaire. Ça reste un petit lambda qu'on a monté en boucle pour donner l'impression qu'attention, l'Algérie est un État terroriste, parce qu'on va dans cette direction. Qu'est-ce qu'il a dit en substance? Il a appelé la cellule antiterrorisme pour pouvoir interpeller des gens de l'ambassade d'Algérie, du consulat d'Algérie, sur des accusations fantaisistes, mais la cellule antiterroriste, c'est-à-dire que la stratégie Retailleau, c'est de dire l'Algérie, quelque part, soutient le terrorisme. Et ça, c'est très grave, parce qu'il cherche à mettre de l'huile sur le feu d'un État qui n'a pas besoin de ça pour commencer, et qui certainement pas soutient le terrorisme. Donc il y a des réalités. Le rapprochement entre cet homme d'affaires proche de Macron et l'Algérie est la solution, à mon sens, d'abord parce que ça met en sécurité les entreprises françaises qui sont déjà, les 6000 opérateurs français qui sont déjà installés en Algérie, et puis surtout parce que la population n'a pas supporté ce genre de dérive de la part d'un homme politique qui cherche à faire carrière. Je rappelle encore une fois que M. Retailleau et 6 mois n'existaient pas, c'était personne.
C'était juste un tricheur sur Interville, c'est tout ce qu'on a retenu de lui. Donc il faut bien se poser les questions. À qui profitent les crimes en l'occurrence? Et je pense que ça profite à une opposition qui a besoin de marcher sur le pas du Front National, qui est démonétisé aujourd'hui, parce que Marine Le Pen, depuis qu'elle a été attrapée la main dans le sac, c'est fini pour elle, sa carrière est par terre. Et Retailleau pense récupérer les votants du Front National pour récupérer un parti dur de droite et pour dire à l'extrême droite, vous inquiétez pas, vos idées, on va les porter. Et l'Algérie, c'est la principale idée de l'extrême droite, on s'occupera d'elle. Merci Gamal Bina, restez avec nous. Hassan Hirsch, je transfère la question directe à Hassan Hirsch. Hassan Hirsch, à qui profite alors cette crise diplomatique entre les deux pays? Aux ennemis de la bonne relation franco-algérienne des deux côtés. Donc il y a des extrêmes des deux côtés. Je voudrais souligner que quand il s'agit des autres pays, on n'invoque pas justement les problèmes politico-politiciens ou de difficultés qui existent. Là, on continue de faire le commerce. On sait très bien qu'avec l'Italie, il y a eu de grosses affaires de détournement. Il y a eu d'intervention de la justice italienne, algérienne, etc. Mais qu'on a mis ça évidemment sous le coude pour que ça ne gêne pas les relations algéro-italiennes. De la même façon que les Chinois peuvent écraser comme ils veulent les Ouïghours, les musulmans, et puis nous vendre de la pacotille depuis le début des années 70 sans jamais transférer la moindre connaissance, la moindre connaissance technologique, transfert de technologie. Moi, je me souviens de comment ils géraient l'hôpital de Médéa en vase clos et qui n'ont jamais formé des Algériens. Mais évidemment qu'on n'invoque pas tous les problèmes qu'il peut y avoir entre la Chine et l'Algérie pour des questions de commerce. De la même façon que la Russie, le refus des BRICS, les propos de Lavrov, etc., qui ont été complètement humiliants pour l'Algérie. Mais ça, on les invoque jamais quand il s'agit justement de passer à des affaires commerciales. Mais dès qu'il s'agit de la France, évidemment, on va déterrer l'âge de guerre de Mémorial, l'âge de guerre Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 à 6 millions d'Algériens ici en France, qu'il y aura toujours, mais alors toujours des problèmes d'insécurité, des problèmes d'islam, des problèmes de ceci, de cela, etc. Donc si l'on s'en tient effectivement à ce genre d'affaires, on ne fera jamais rien avec ce pays qui est indispensable à l'Algérie, comme l'Algérie est indispensable à la France. Donc peut-être privilégier justement, dépasser cela avec les rapports entre les entrepreneurs, entre les syndicats, entre les universitaires, entre les chercheurs, etc. Donner la possibilité à d'autres que les politiciens de travailler. Et il y a un potentiel extraordinaire entre les deux pays. Je pense qu'il faut profiter aujourd'hui du fait justement que la France a perdu pied en Afrique de l'Ouest, enfin pas entièrement, mais très largement. Elle a perdu pied aux États-Unis. Elle a des difficultés, encore une fois, en Turquie, en Chine, ainsi de suite. Il faut profiter justement pour prendre de la place et agir en adulte sans déterrer à chaque fois l'âge de guerre, parce que quand on parle par exemple du projet Renault qui n'a pas réussi en Algérie, évidemment, ce n'est pas à sens unique. Je veux dire, les difficultés ne sont pas à sens unique. Renault Maroc, il faut se rappeler que c'est dans une zone franche et qu'il y a des avantages fiscaux qui n'existent pas ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle Renault et d'autres d'ailleurs constructeurs automobiles ont investi dans cette zone franche. À l'Algérie, justement, d'être concurrentielle, d'être attractive et de créer, s'il le faut, des zones franches, en tout cas de s'ouvrir et de stabiliser tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est droit commercial, tout ce qui est le relationnel, tout ce qui est guichet avec les entreprises étrangères, parce que malheureusement, et j'en sais un bout, malheureusement tout ça n'est pas réglé et ça provoque énormément de difficultés pour l'attractivité de l'Algérie. Donc si on ne prend
pas conscience de cela et qu'on s'imagine que l'Algérie, tout se passe très bien, qu'il n'y a aucun problème, que ce sont les autres qui sont mauvais, qui sont méchants, etc. Moi, je pense qu'on ne résoudrait pas le problème de conflit, qu'il soit petit ou grand. Donc, moi, j'appelle évidemment à la sérénité, à avoir de comportements d'adultes, de postures d'adultes, en finir avec justement la politique politicienne et donner surtout la liberté aux journalistes, aux entrepreneurs, aux universitaires, aux syndicalistes d'échanger. Parce que tant que les rapports d'État à État ne se font que par des politiciens, il y aura toujours des couacs et il y aura toujours des difficultés parce que chacun cherchera à briller, chacun cherchera à dominer, chacun cherchera à avoir raison plus que l'autre, chacun cherchera à avoir le dernier mot et on va plonger encore dans des difficultés beaucoup plus psychologiques que politiques et malheureusement c'est récurrent et on n'arrive à rien aujourd'hui, voilà, et c'est pas du tout dans l'intérêt des Algériens ni de l'Algérie. Et évidemment, ce n'est pas l'intérêt de la France non plus et des Français non plus. Je pense qu'il y a un potentiel énorme et il faut qu'on arrête de le dire, mais de passer à l'acte de l'exploiter, d'exploiter ce potentiel. Et on sait que c'est possible. Encore une fois, donner la possibilité aux autres. C'est possible, mais on sait que c'est possible, mais en même temps, on sait que c'est bloqué quelque part. Et d'ailleurs, sur le ministre des Affaires étrangères. J'ai essayé d'expliquer. C'est beaucoup plus un phénomène psychologique que politique. C'est un problème de posture. Et donc, il faut sortir de la fierté nationale pour aller vers l'intérêt national, je le répète encore. Et l'intérêt national nous dicte justement de sortir des postures, de sortir des positions, comment dire, beaucoup plus politiciennes et chercher encore une fois à trouver d'autres acteurs que les politiques. Et j'insiste sur le fait qu'il doit y avoir une liberté d'échange, de circulation avec les universitaires, les syndicalistes, les journalistes. Et tout ça, c'est des efforts à faire des deux côtés et particulièrement du nôtre. Merci Hassan Hirsch. Nous allons écouter Jean-Noël Barrot justement sur cette question. Vous évoquez le rappel de l'ambassadeur de France en Algérie. Il est reparti ou il est toujours à Paris? Il est toujours à Paris. Et il va y retourner? Écoutez, à ce stade, la situation est bloquée et c'est la responsabilité des autorités algériennes. Donc c'est pas prévu pour l'instant? À ce stade, ça n'est pas prévu. Ouais. Vous évoquez le la troisième, s'il vous plaît. Vous savez, la relation qu'on a avec l'Algérie et notamment l'absence de capacité à se faire respecter est problématique. Bruno Retailleau nous a parlé d'une réponse graduée. Elle est où cette réponse graduée? En réalité, il y a rien du tout. L'Algérie, le régime algérien, je ne confonds pas avec les Algériens. Le régime algérien nous marche dessus, utilise la rente mémorielle de façon totalement hystérique et manipulatrice pour antagoniser les relations entre les Algériens et les D'un côté, on a le ministre des Affaires étrangères qui dit que voilà, c'est bloqué, c'est la responsabilité algérienne, mais qu'on aimerait bien avancer. D'un autre côté, on a la classe politique, l'élite française, surtout de la droite, l'extrême droite, etc., qui dit qu'il faut escalader. Je méprise. Donc le je méprise qui vient de parler. Il dit quoi? Il parle de rente mémorielle. Il est très très amusant ce monsieur. Il parle évidemment de respect, d'irrespect. Enfin, c'est assez ridicule. Juste un rappel rapide de l'histoire. La France, en 1870, se fait humilier par l'Allemagne, qui était la Prusse à l'époque. Ils perdent la guerre et ils perdent leur territoire. Quand même pas mal de territoire, hein, parce que 5 à 10% du territoire avec l'Alsace et la Lorraine. 14-18, les Français gagnent la guerre. Les étrangers qui vont les aider gagnent la guerre, donc les Canadiens, les Anglais, les Américains. Et ils récupèrent le territoire par la force, effectivement, mais surtout, ils humilient l'Allemagne avec le traité de Versailles. Donc, ils font un traité inique qui va conduire 21 ans plus tard à une nouvelle guerre. C'est les Français qui ont fait cela. Donc à ce moment-là, bizarrement, c'était important pour l'histoire, c'était important de se venger. C'était important d'obtenir des réparations. Et ils ont demandé des sommes faramineuses qui devaient être remboursées jusqu'en 80. Ça vous donne un peu l'idée de la France. Ensuite, en 45, les Français, en 40, sont battus à plat de couture, ils sont sauvés à nouveau par les Américains et les Russes. Et qu'est-ce que font les Français?
Ils demandent, comme les Américains et les Anglais, un procès. Et ce procès a lieu, c'est le procès de Nuremberg. Pourquoi? Parce qu'ils demandent à ce que les Allemands reconnaissent leurs crimes, soient condamnés pour leurs crimes. Il y aura des pendaisons en cascade, que ce soit les euthanasie, des médecins, j'en passe et des meilleurs. Il y aura des exécutions sommaires aussi. Il y aura quand même une mise à plat de la réalité, à savoir ce qui s'est passé pendant la guerre et les massacres. Et là, les Français, 132 ans d'occupation, alors qu'ils n'ont eu que 4 ans d'occupation allemande, 132 ans d'occupation, il faut passer la trappe, il ne faut pas en parler. Il faut passer outre. Et il parle de rente mémorielle. Je le répète et le répète tout le temps à chaque fois, la rente mémorielle est alimentée par celui qui la possède. Celui qui possède cette rente, c'est la France. Elle possède les archives, elle possède la possibilité de s'excuser et elle possède surtout la possibilité de poursuivre peut-être des criminels, ce qu'elle ne fera jamais, parce que les accords de vie en interdisent. Donc quand on parle de rente mémorielle, ce n'est pas les Algériens. Les Algériens, ils aimeraient dépasser cette soi-disant rente mémorielle. Ils aimeraient que cette histoire soit écrite enfin et que la France présente au nom de l'État français des excuses. Mais cet extrémiste de droite va nous expliquer que les Algériens sont des hystériques. Quand on voit sa tête, on se pose la question sur la question de l'hystérie. Non, l'hystérie, elle est de l'autre côté. Tant que les Français n'auront pas reconnu ces crimes de guerre, tant qu'ils n'auront pas écrit cette histoire pour que les Français, le peuple de France, sache ce qui s'est passé, parce que la sale guerre, comme il l'appelait à l'époque, ils ont reconnu la guerre d'Algérie qu'en 98. Il a fallu attendre du temps pour que ce soit appelé la guerre d'Algérie dans les livres d'histoire. Tant que cette guerre ne sera pas documentée du premier jour de l'entrée à Sidi Férouj au dernier jour à la défaite en 62, tant que les Français ne comprendront pas que leurs gouvernements sont comportés, de gouvernements qui soient d'ailleurs des rois ou des républiques ou des empires, tous se sont comportés de façon barbare en Algérie, eh bien, il ne peut pas y avoir d'apaisement. Comment voulez-vous que des gens qui sont issus de familles qui ont été assassinés, mon grand-père a été assassiné par la France, mon père est mort des conséquences des irradiations à Reagan parce qu'il a fait la guerre des sables, comment voulez-vous qu'on dise « Ah ben, on oublie, c'est pas grave, il n'y a pas de criminel, c'est rien passé ». Non, il faut être un peu sérieux. Quand on se retrouve dans une situation de blocage, c'est parce que la France entretient cette rente, je le rappelle. Si on ne veut pas de rente mémorielle, si on veut que les choses soient apaisées, il faut, et M. Macron va commencer à le faire, une bonne fois pour toutes, dire écoutez, je vais avoir le courage de dire les choses, je vais les marquer noir sur blanc et je vais les mettre dans les livres d'histoire pour que les gens sachent que ça ne doit plus jamais se reproduire. Du côté de la population juive qui a été massacrée en Europe, on disait « never again ». Eh bien, c'est exactement ce qui doit être fait avec les Français. Ils doivent se regarder dans une glace et dire « écoutez, les enfumades, c'était pas bon. Les massacres de masse, c'est pas bon. 600 personnes tuées par semaine, c'est pas bon. Des hurrahs d'ours-sur-glane chaque semaine. C'est les choses qu'il faut raconter. Donc oui, c'est bien beau. Là, on voit bien que Jean-Noël Barrot, il est coincé parce qu'il a fait plusieurs pas en avant, mais d'autres chez lui. On sabré la planche. Après, c'est vrai que côté algérien, il y a forcément des gens qui ne sont pas d'accord. On le sait. Mais à la limite, ils sont dans leur rôle. Le problème, ce n'est pas celui qui a été victime qui doit demander pardon. C'est celui qui a été bourreau. Donc moi, je répète à chaque fois. Si on veut sinon, Abina, s'il vous plaît, pour revenir un peu au sujet d'aujourd'hui, donc à Rodolphe Saadi, c'est juste pour rappel que la filiale de CMA CGM, CMA Média, a racheté la chaîne Info BFM TV, la radio RMC, les chaînes de la TNT, RMC Découverte, RMC Story à Altis en juillet 2024. Je peux quand même dire, Abina, que BFM TV n'était pas du tout angélique envers l'Algérie ces derniers mois. Enfin, ces derniers mois. Oui, c'était tenu par un sioniste notoire et violent. Donc la ligne éditoriale perdurait un peu. Ça a commencé à changer. Vous noterez que BFM ne fait pas du CNews. C'est pas aussi sale, évidemment. BFM fait un effort sur sa ligne. Ils revoient leur copie et le feront de plus en plus. Ils vont faire de l'information. Le problème de l'information, c'est que quand on informe normalement, ça n'intéresse pas grand monde. Par contre, quand on déforme, là, ça marche. Quand on insulte, ça marche encore plus. Donc, quand on fait du CNews. Donc, c'est vrai que quand il a racheté un sioniste notoire qui déteste l'Algérie, ça, c'est même pas un mystère chez lui, on peut comprendre que la ligne éditoriale soit anti-algérienne. C'est logique. Parce qu'il est non seulement sioniste, en plus d'origine marocaine. Donc, autant dire que ça n'arrange pas du tout l'Algérie. Mais aujourd'hui, avec cette arrivée d'un Libanais qui n'a pas de raison d'en vouloir à l'Algérie particulière, il y a des chances que ça aille mieux. Et surtout, c'est intéressant parce que c'est un homme de presse, c'est pas seulement un homme d'affaires, c'est un homme de presse qui a un groupe de presse, donc il a fait ce que faisait l'autre extrémiste qui était avant lui, et il a réussi à faire pression, et la presse, les médias, la communication sont un instrument pour désamorcer aussi les crises, pour sortir du piège que CNews installe aussi. Parce que CNews, vous avez mis un extrait tout à l'heure, vous avez une Sonia Mabrouk, une bourgeoise tunisienne qui a été naturalisée, qui va écouter un type de URN pour vomir sa haine de l'Algérie. Ça, ils savent faire, mais il faut déconstruire cela. Je pense que nous avons une responsabilité en termes de médias, et je travaille sur les médias aussi, pour faire en sorte de sortir de ce piège, à savoir la fracture entre deux peuples. La question n'est pas de savoir si les peuples ne s'entendent pas, c'est pas vrai, il n'y a pas de problème avec les peuples. La question, c'est de savoir si les extrémistes ne s'entendent pas, et surtout si les politiques vont enfin prendre leurs responsabilités pour ne pas fragiliser. La question est aussi, M. Abina, c'est de savoir si Alger, justement,
est prête justement à s'investir dans ce sens médiatique. D'une fois, vous voyez quand même les réponses médiatiques algériennes sont plus que mesurées par rapport à l'offensive permanente de certains médias privés français. Il y a eu un média public qui a commencé un peu à déraper en faisant son enquête un peu fantaisiste, mais il n'en demeure pas moins que les médias publics se tiennent relativement bien. Et en Algérie, la réponse n'est pas offensive à ce point. Je trouve vraiment très modérée par rapport à la campagne, à l'avalanche de vomi quotidien qu'on a suivi pendant des mois. Donc il faut être très très clair là-dessus. Oui, les Algériens font un effort. Oui, ils gardent la mesure en dépit de tout. Ils sont même dans la moquerie. La dernière plaisanterie de la PS, c'est de dire chiche, pour se moquer, effectivement, parce qu'il y a des dossiers sous-jacents. Mais il y a une réalité. La rupture ne vient pas des Algériens, il faut être très clair. À chaque fois qu'il y a eu un rapprochement entre la France et l'Algérie, c'est côté français qu'il y a quelqu'un qui est intervenu pour mettre la pagaille. Je parle de Rotaillot et d'autres, il n'y a pas que lui. Donc il faut se poser la bonne question. L'Algérie est ouverte à la discussion, il n'y a pas de problème, elle a des partenariats avec tout le monde, mais elle n'acceptera jamais d'être humiliée par un État qui cherche à humilier, je parle, un État, par des politiques plutôt de cet État, l'extrême droite et la droite extrême qui cherchent à humilier. Il faut les nommer, je veux dire. Quand vous entendez Marine Le Pen, cette déséquilibrée mentale, expliquer que l'Algérie n'a rien subi de la France, c'était un paradis sur Terre, bon, déjà, elle oublie que son papa était un tortionnaire, ça c'est sympathique, et surtout, c'est une véritable ignorante. Comment peut-on oser dire une bêtise pareille pour la colonisation? Je lui poserai la question, Madame Le Pen, que j'ai eu une fois en face de moi d'ailleurs, et qui n'aura jamais le courage de se présenter à nouveau en face de moi, parce qu'il faut un peu de courage. Eh bien, je lui poserai la question, les 4 ans de nazisme en France, c'était paradisiaque, c'était la colonisation pourtant. C'était bien, ils ont construit 2-3 routes, c'était formidable. Il faut être sérieux là-dessus. Quand on parle de choses qui a trait à l'émotion forte, à un passé qui est renié, qui n'est pas reconnu, à un passé qu'on efface, eh bien, on ne peut pas avoir des relations assainies. Tant que l'histoire n'est pas écrite, il n'y aura pas une bonne relation entre la France et l'Algérie. Merci, Bina. Hassan Hirsch, regardons cette petite vidéo. Réunion de crise s'est tenue ce mercredi à l'Élysée, en plein cœur de Paris, pour tenter de désamorcer les tensions persistantes entre la France et l'Algérie. Une rencontre qui, bien qu'ayant eu lieu à huis clos, n'est pas passée inaperçue dans les cercles diplomatiques et médiatiques. Que s'est-il dit? Quelles en sont les implications? Et surtout, vers quoi se dirige la relation complexe entre Paris et Alger, un contexte de tension durable depuis plusieurs années? Révélatrice du climat tendu. Une réunion discrète mais symbolique s'est donc dans ce contexte tendu qu'une réunion de haut niveau s'est tenue mercredi 21 mai à l'Élysée. Autour de la table, des conseillers du président Macron, des représentants du ministère des Affaires étrangères, des hauts fonctionnaires en charge du dossier migratoire et plusieurs experts des relations franco-algériennes. D'après nos sources, le but principal était d'évaluer l'état actuel des tensions et d'examiner les options pour relancer le dialogue avec Alger. Hassan Hirsch, Abdelmajid Tebboune l'avait dit plusieurs fois que ce genre de problème ne se règle pas via la presse. Mais c'est ce que nous assistons malheureusement à des fuites de part et de l'autre, ici et là-bas d'ailleurs. Est-ce que c'est avec cette manière qu'on peut gérer ou régler surtout cette crise, Hassan Hirsch? Je rappelle que l'un des derniers nœuds justement de cette crise, c'est l'histoire du gel des avoirs et des acquis et des biens mal acquis ici en France. Aussi, effectivement, qui sont en suspens. Là, on parle des biens mal acquis. L'Algérie a déjà parlé des biens mal acquis bien avant la France. Et elle a sollicité la justice française pour justement l'extradition d'un certain nombre de nababs algériens qui ont investi et qui ont détourné de l'argent, qui l'ont déposé en France ou qui ont acheté de l'immobilier ou autre chose, ainsi de suite. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Maintenant que la France, effectivement, déterre des dossiers d'un certain nombre de responsables algériens passés ou actuels, et effectivement, ça aussi, ça existe. Je veux dire, ça va aussi dans l'intérêt de l'Algérie quelque part. Mais de là à l'utiliser comme menace, je pense que c'est totalement indécent. Et puis,
comment dire, mettre ça sur le même pied d'égalité avec les OQTF en disant, en gros, ou vous reprenez les OQTF ou on va dévoiler ceci ou cela. Je pense que c'est un chantage complètement infantile, infondé, parce que ça veut dire que si l'Algérie reprenait quelques dizaines ou quelques centaines de jeunes Algériens au QTF, ça veut dire qu'on va enterrer des dossiers quand même d'une très haute importance. C'est-à-dire on va enterrer des affaires malpropres avec des centaines de millions d'euros ou de dollars à la clé. C'est complètement insensé et indécent. Donc il faut revenir à la raison et faire en sorte que les deux justices travaillent ensemble, que les journalistes puissent travailler des deux côtés, donc y compris pour les journalistes algériens qui puissent faire des investigations, donc qu'ils aient une liberté d'action et d'investigation. Je pense que ça peut se régler que comme ça, par la liberté d'agir. Et pareil pour les syndicalistes, pour les chercheurs, pour un certain nombre de personnes concernées, des juristes, des avocats, des juges, ainsi de suite. Donc mettre ça sur la balance aujourd'hui et dans le cadre d'une crise est complètement indécent de mon point de vue. Maintenant, on ne va pas à chaque fois déterrer l'histoire parce que on parle, par exemple, à juste titre, du procès Nuremberg, comme ça a été évoqué par votre invité. Cela dit, il n'y a pas que cela. D'abord, c'est pas un problème entre la France et l'Allemagne, mais c'est un problème entre la Russie, les États-Unis, d'autres pays européens et l'Allemagne. Je pense que s'il n'y avait pas la pression de la Russie et des États-Unis pour le procès Nuremberg, la France n'aurait pas pu imposer ce procès-là. Et on sait aussi que l'Italie avait participé justement du côté allemand et on n'a jamais évoqué cette phase de guerre sale entre l'Italie et la France et entre l'Italie et les pays européens et ça n'a absolument rien bloqué dans leurs relations. Et quand on regarde aussi les relations entre le Vietnam et l'Amérique, il n'y a pas de problème mémoriel, il n'y a pas de demande de pardon, etc. Il y a des relations économiques extrêmement fortes, extrêmement importantes, de la même façon entre le Japon et les États-Unis, ainsi de suite. La Chine et le Japon sont en train de reprendre leurs relations extrêmement fortes et importantes. Ils ont eu, malgré leurs différences historiques, des échanges commerciaux et industriels extrêmement importants, de la même façon avec la Corée du Sud, etc. On peut multiplier dans le monde des exemples énormissimes. On ne va pas dire que particulièrement l'Algérie, la France, eh ben, c'est uniquement ce mémoriel dans lequel nous a plongé Benjamin Stora depuis maintenant une vingtaine d'années et que nous avons suivi comme des moutons et que nous allons laisser nos intérêts pour ça. Il faut laisser les associations, il faut laisser les chercheurs, il faut laisser les juristes travailler, les juges travailler. Ce n'est pas aux politiciens de régler cette question historique entre un pays colonisé et un pays colonisateur. Et d'ailleurs, on devrait peut-être s'allier avec des pays comme le Cameroun, comme Madagascar, qui ont subi eux aussi des tragédies, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, peut-être pas de la même ampleur que l'Algérie, mais ils en ont subi aussi. Donc, revenons à la raison, revenons aux intérêts des Algériens, aux intérêts de l'Algérie, et voyons comment on peut coopérer avec un pays où se trouve une diaspora de 5 à 6 millions d'Algériens. C'est extrêmement important. Ils pourront participer de façon massive au transfert des connaissances, transfert des technologies, etc. On ne va pas rester encore une fois dans une posture psychologique. On va faire de la psychanalyse, on va faire pour pouvoir régler le compte à l'histoire. Passons à autre chose en laissant ce dossier à
ceux qui, justement, sont capables de le traiter de façon objective, de façon historique, sans rien laisser, sans rien pardonner, mais sans non plus rancune permanente, ainsi de suite. Encore une fois, regardons les intérêts des Algériens d'aujourd'hui et de demain, et il me semble que c'est là la stratégie la plus rentable pour nous. Merci Hassan Hirouche, يعطيك الصحة. Gamal Abina, on arrive à la fin de l'émission. Gamal Abina, comment voyez-vous justement l'avenir de cette relation? Parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit du tout. Hein. L'Algérie demande nettoyage des essais nucléaires français dans le Sahara. Les Français ne font pas le travail. Les historiens voudraient faire l'histoire, c'est les politiques qui l'empêchent. D'ailleurs, c'est même pas vrai. L'histoire est faite par les politiques. Hein. Le procès de Nuremberg est politique. L'histoire des massacres des Arméniens, c'est politique. L'histoire des dettes de guerre, c'est politique. C'est les politiques qui font l'histoire et qui autorisent ou pas l'ouverture de tout l'archivage. Ensuite, les relations Japon-Chine sont très mauvaises. Hein. C'est pas du tout vrai, hein, ce qui a été dit. Ils sont en tension parce que le sac de Nankin n'a jamais été oublié par la Chine. Les relations Corée-Chine sont mauvaises, Japon sont mauvaises aussi parce que les Japonais ont massacré en Corée, ont fait de la prostitution de masse. Donc tous ces Asiatiques qui semblent être dans le business n'ont pas laissé passer le passé. On ne peut pas dire que ça passe comme ça. Il y a des tensions. Au Vietnam, évidemment, fait des affaires avec les États-Unis 50 ans après la guerre quand même, et c'est pas réglé non plus. Il y a quand même des tensions qui persistent. Vietnam sous le parapluie chinois, pas l'oublier. Donc ils essaient de monter. Le Vietnam a été rasé, 3 200 000 morts. Il ne faut pas l'oublier. Mais les Américains ne nient pas ces morts. Ils le reconnaissent. De leur côté, 58 000 soldats. Du côté vietnamien, 3 200 000 morts. Tout le monde le dit, ils ont fait des films, on en parle. Les Français ne parlent pas de la guerre. Il n'y a pas de film, pas de reconnaissance, pas de quantité de morts, on ne dit rien. Ensuite, la question qui se pose aussi sur la relation de pays comme le Japon et les États-Unis. Les États-Unis occupent le Japon. Il y a 30 000 soldats qui sont à Okinawa. Les États-Unis ont vaincu le Japon. Le Japon est une terre colonisée. Donc, évidemment qu'il n'y a pas de problème entre les deux pays, parce que de bombes atomiques, on ne va pas en parler. Là, il y a un déni du passé qui peut s'assimiler à ce qui s'est passé en Algérie. Donc, moi, ce que je vois, c'est que si des hommes neufs comme Macron et d'autres débarquent pour dire oui, effectivement, on va nettoyer le désert algérien de ces essais nucléaires, chimiques, bactériologiques. Oui, on va faire ce travail parce que c'est notre responsabilité. En 60, on a fait sauter 4 bombes atomiques dans le désert à ciel ouvert. Et on a fait 17 essais nucléaires en tout. Ça, c'est très grave. Ça s'apparente à des crimes de guerre. Les Français savent qu'ils vont perdre l'Algérie en 60. Ils salissent le sud algérien. Ils ne l'ont pas fait chez eux. Donc, c'est des choses qui doivent être documentées. Et pour que la relation s'apaise, effectivement, il faut faire des pas dans cette direction. Ensuite, la question mémorielle n'est pas une question mémorielle. En réalité, le terme est mal choisi. La question d'écriture de l'histoire est une question fondamentale. Parce que celui qui connaît son histoire, il y a un grand auteur de littérature qui disait, Kundera, pour être précis, Milan Kundera, celui qui ne connaît pas son histoire, qui méconnaît son histoire, est condamné à la revivre. Nous n'avons pas envie de revivre une nouvelle histoire calamiteuse, il faut donc l'écrire pour que la jeunesse la connaisse des deux côtés. Et il y a des possibilités de faire des ponts, c'est possible, une fois qu'on a mis l'extrême droite et la droite dure de côté, parce qu'effectivement, Macron, malgré tous les défauts qu'on peut lui donner, a au moins une chose qu'il n'a pas. Il n'a pas de passé algérien, il n'a pas de passé de famille, il n'a pas d'origine pied noir ou je ne sais. Donc Macron est un homme qui pourrait être neuf dans la relation, et il aura peut-être un jour le courage de dire « oui, on fait ce pas ». Et je pense qu'il y a des pas qui sont faits parce que la rupture n'est pas faite. Hein. La rupture entre les deux États n'existe pas. Il y a toujours une continuité de discussion, il y a toujours des débats, il y a toujours des parlementaires qui vont d'un côté et de l'autre. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus sain qu'on l'imagine. Mais il est vrai que tant que Retailleau sera au gouvernement pour provoquer, tant qu'on lui donnera des pouvoirs de police, on aura des problèmes avec ce monsieur. Merci Gamal Abina, merci Hassan Hirouche, merci à vous toutes et à tous. Comme ça,